On est le 1er juillet 2023, 8h39 du matin. Je fais la prise de son de la narration pour cet épisode en plein air dans ma cour. Et donc vous allez entendre des sons d'Ottawa, par exemple, d'avions qui passent en ce moment. Il y a aussi notre système de chauffage, heat pump, qui va sans doute faire son travail à un moment donné. Il y a des gouttes d'eau que vous entendez aussi. L'index de la qualité d'air est 4 aujourd'hui, mais hier c'était 7 et la semaine passée 10 sur 10. Et cela est un rappel constant de la crise écologique qui nous entoure, qui est omniprésente et qui devient de plus en plus grave. Alors, bienvenue à cet 120e épisode du Balado Conscient, qui marque la moitié de la saison 4, qui s'étale sur un an. Et vous vous souvenez peut-être que la saison s'appelle « Sonder la modernité » et que je tente d'explorer à quoi pourrait ressembler la modernité. Comment sonne la modernité, comment elle nous affecte et ce que nous pouvons faire à son sujet. Peut-être faire quelque chose. Alors, cet épisode, exceptionnellement, dure 57 minutes, car il fait partie de la série Afield de Framework Radio en Estonie, dans sa version anglaise. Alors, la saison commence le 1er janvier avec épisode 101, Tension. Je réfléchissais aux tensions dans nos vies et à l'art de trouver un point d'équilibre. Je suis allé faire une marche sonore à Vancouver. Et j'ai découvert un morceau de fil de pêche. Je l'ai ramené à la maison, je l'ai tendu et je me suis enregistré en train de le pincer. Essayez de ne pas penser. Simplement ressentir. Vous vous souvenez peut-être, chers auditeurs, que chaque épisode de cette saison se termine avec une question. Comment te sens-tu maintenant? La question « Comment te sens-tu maintenant » est en fait au cœur de ce projet. Comment perçoit-on les sons de notre monde moderne? Et maintenant? Que ressent-on lorsque l'on absorbe ces sons dans notre corps? Comment pouvons-nous changer notre façon d'écouter? Comment s'éloigner de la folie de la modernité? Et si, tragiquement, nous ne sommes pas en mesure de nous éloigner, comment pouvons-nous au moins aider à préparer les générations futures à ce qui s'annonce? Comment l'art peut-il aider? Comment l'écoute peut-elle aider? Sommes-nous impuissants? J'ai eu le très grand plaisir de recevoir des réponses et des réactions intéressantes aux premiers épisodes de la saison et aussi à mes blog mensuel sur le site conscient.ca. Et j'ai reçu cette rétroaction dans différentes formes, formelles, informelles, audio, écrit, poèmes,
Et j'aimerais justement vous lire un poème que j'ai reçu par l'artiste et l'éducatrice Carolina Duque, également connue sur le nom Azul. Je l'ai reçu le 3 janvier 2023 et elle parle de son expérience avec l'épisode 103, Tension. J'ai marché au bord de la mer sur l'île de Sainte-Adresse, dans les Caraïbes, en écoutant. J'ai écouté, j'ai senti la tension. J'ai grandi sur cette île. Je remarque que le rivage se rétrécit. Je remarque que les coraux deviennent gris. Je remarque que les bâtiments sont de plus en plus hauts. Je remarque les musiques reggaeton et vallenato qui se chevauchent sur des enceintes concurrentes. Je remarque que tout devient plus fort. Je remarque la tension. Je remarque les menus indiquant que le poisson est rare. Je remarque la tension dans mes poumons, dans mes yeux, la tension, dans mes vagues, dans mes pieds, la tension. Alors j'ai répondu à Azul de la façon suivante. Je lisais aujourd'hui le livre How to Do Nothing de Jenny Odell et je suis tombé sur cette phrase qui se rapporte à ta réponse. Et je cite: I hold up bioregionalism as a model for how we might begin to think again about place. La citation parle de l'importance du bio-régionalisme. Ce qui signifie pour moi que nous devons être des intendants chargés du soin de la terre, où que nous soyons, en collaboration avec tous les êtres vivants. J'ai documenté la quasi-totalité des réactions des auditeurs dans mon blog mensuel, et je suis extrêmement reconnaissant pour ces dons de connaissances et de perspectives. Vous vous souvenez peut-être que la plupart des épisodes de ce balado traitent, d'une façon ou d'une autre, de la relation entre l'art et la crise écologique. Par exemple, dans l'épisode 102, Esthétique. Le problème avec la beauté est qu'elle peut nous distraire de la réalité. Asseyez-vous avec moi, s'il vous plaît. Prenez un moment. Asseyez-vous et écoutez. J'ai également intégré des compositions de paysages sonores et des étalements de sons dans et autour de la narration. Par exemple, dans l'épisode 103, Chaleur. This thing's smart, everything talks to each other, I would just leave it on auto. Cette machine est intelligente, tout se parle. Je le laisserai simplement en mode automatique et je le laisserai choisir ce qu'il veut. Et je note que vous entendez en ce moment le son de la pompe à chaleur dans ma cour. Et cet épisode explorait la notion de comment nous pouvons décarboniser nos modes de vie. L'une des solutions consiste à repenser la manière dont nous utilisons l'énergie au quotidien. Par exemple, dans l'épisode 110, Drain, j'ai improvisé un poème sur le thème de l'eau. Elle va dans le drain et dans le système d'égout pour être traitée et se déverser dans la rivière des Outaouais. Puis elle s'évapore dans le ciel et pleut à nouveau dans nos lacs et nos rivières.
apportant avec elle de nombreux polluants. Puis elle est pompée pour approvisionner nos maisons et nos corps. Elle est chauffée et elle se déverse à nouveau dans le drain et dans le système d'égout pour être traitée et se déverser dans la rivière. Une amie, l'artiste Maria Gomez, a partagé cette réponse à l'épisode 110 le 6 mars. Mais l'eau ne reste pas dans la région d'Ottawa car elle voyage vers le sud, dans la moiteur des nuages jusqu'aux glaciers de Patagonie et dans les courants océaniques vers l'Asie et ses cieux. Puis elle remonte vers l'Arctique. L'eau dans laquelle je me baigne contient mes cellules qui sont réparties dans le monde entier et des particules du monde entier me touchent dans l'eau. Et j'ai répondu à Maria. Il est vrai que l'eau voyage en nous, à travers nous et au-delà. Le son de l'eau peut être agréable ou un signal de danger. Mais dans tous les cas, nous devons écouter et comprendre le langage de l'eau. Alors, certains épisodes de cette saison font appel à des citations d'épisodes précédents du balado conscient. Par exemple, la photographe Joan Sullivan, tirée de l'épisode 96 de la saison 3, que j'ai utilisé dans l'épisode 106, Feu. And it suddenly dawned on me that my hands were shaking not because of the cold, but because of an anger, this deep, profound anger about our collective indifference in the face of climate breakdown. We're just carrying on with our lives as if, la la la, and nothing's bad's happening. So there was this sense of rage. I mean, honestly, it's surprising how strong it, violent rage just sort of coming out of me. I wanted to scream. And I just, took my camera and I just moved it violently, right, left, up, down, and almost, I suppose it was almost like I was drowning in the water. My arms were just doing everything. And I was holding down the shutter the whole time. 20, 30, 40 photos at a time. And I did it over and I was just beside myself. And, at some point you just stop. And, you're staring out at the river. And I just felt helpless. I just didn't know what to do. Je te comprends, Joan. J'avoue que moi aussi, je ne sais plus quoi faire. J'ai également fait appel à l'activiste climatique et politicienne Anjali Appadurai dans l'épisode 23 de la saison 2. Voici un extrait de Anjali dans l'épisode 114. Privilège. Privilege can go back as far as you want it to go back, right? And of course it's so nuanced, it's not every white guy has this much privilege, but you do have a privilege that goes back hundreds of years. And I think one aspect of privilege a lot of people leave out is this economic aspect, right? Of class and resources. And that to me is, it's not often talked about in the climate conversation, but it's a huge piece of it. Because when we talk about the extinction of our species, this extinction doesn't happen overnight. It happens in a spectrum. Who are the last ones standing? It's those with the most resources. Who are the first ones to go? It's those with the least, the most disenfranchised. So I don't think you can talk about climate without talking about privilege, ultimately. And I think it's on each of us to unpack that for ourselves and to bring that into the conversation. L'épisode le plus ambitieux jusqu'à présent est probablement l'épisode 112. Écoute.
que j'ai présenté comme discours principal lors de la conférence du World Forum for Acoustic Ecology, Listening Pasts, Listening Futures, en Floride. Il dure en fait plus que 10 minutes, ce qui fait que j'ai enfreint ma propre règle de n'avoir que des épisodes de 5 minutes. Mais j'ai décidé de suivre le mouvement lorsqu'un épisode avait besoin de plus de temps. Pourquoi pas? Voici la séquence finale de l'épisode 112. Écoute. Conclusion 5. Relier nos efforts. Todd Dufresne. Ceux qui survivent à de telles expériences auront une appréciation renouvelée de la nature, du monde extérieur et de la nécessité du collectivisme face à une extinction massive. Assad Rayman. Notre objectif est de garder nos idées et nos politiques en vie pour le moment où le politiquement impossible deviendra le politiquement inévitable. George Monbiot. Nous n'avons pas d'autre choix que d'augmenter l'ampleur de la désobéissance civile jusqu'à ce que nous ayons construit le plus grand mouvement de masse de l'histoire. Pendant la performance, j'ai quitté la salle du Atlantic Center for the Arts à New Smyrna Beach, en Floride, et j'ai fait le tour du bâtiment en me posant la même question. Comment l'écoute peut-elle aider? How can listening help? How can listening help? How can listening help? How can listening help? Alors, chaque épisode de cette saison a une esthétique différente, un style différent, une trajectoire différente, selon mon inspiration, mon humeur et ce que je suis en train d'apprendre ou de désapprendre au cours d'une semaine donnée, et aussi les interactions que j'ai avec les auditeurs. Alors, par exemple, certains épisodes présentent des enregistrements de terrain non édités, des paysages sonores, naturels, sans intervention. Par exemple, le métro de Montréal, dans l'épisode 120 Métro, où j'invite l'auditeur à contempler ce son et à le laisser vous parler, comme si le son était une entité vivante, ce que, je pense, est le cas. Des fois, il faut simplement s'arrêter et
Écoutez. Écoutez sans passer jugement. Simplement, écoutez. Prochaine station, Lucien Lallier. Station Lucien Lallier. Un autre exemple d'un paysage sonore naturel est le son de la pluie verglaçante sur une couverture de neige dure dans une forêt gelée. Dans l'épisode 122, Tranquillité. C'est un peu ironique parce qu'en ce moment, les sons ambiants ici à Ottawa sont plus forts que le son. Ces petits sons que j'ai enregistrés au chalet en décembre dernier. Et je soupçonne que ces sons très fins pourraient sembler un peu ennuyeux pour certains auditeurs. La pompe vient d'arrêter. On revient à la tranquillité. Alors je disais que des sons très doux peuvent sembler ennuyeux parfois, parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Et on est tellement habitué à beaucoup d'activités, d'excitement. Et prendre le temps de percevoir les motifs sonores subtils et les couches de son et les couches de silence. Lorsque j'ai lancé Sonder la modernité en décembre 2022, j'ai écrit que mon intention était d'aborder certaines des causes de ce dépassement massif et violent des limites planétaires, mais aussi d'explorer comment nous pouvons préserver certains des avantages de la modernité sans la destruction. Et j'avoue que c'est pas évident. On aimerait avoir les deux, la modernité et la durabilité, mais ce n'est pas possible. Et on l'entend, on le sent, et de plus en plus, on le respire. Pardon. Alors, avec le recul, je me rends compte que mon objectif était très ambitieux, mais aussi prétentieux et parfois naïf. J'ai très vite compris que la notion d'échec, l'échec, était non seulement inévitable, mais nécessaire pour faire l'expérience et explorer les frontières et les limites de ce concept de sonder la modernité. Alors, je vous lis une citation d'un enseignement qui s'appelle « Gift of Failure » par le collectif Gesturing Towards Decolonial Futures à Vancouver, que je cite dans mon blog de février. Nous avons choisi le mot « geste » pour le titre de notre collectif afin de souligner le fait que la décolonisation est impossible lorsque nos moyens de subsistance sont sous-tendus par la violence coloniale et la non-durabilité. La nourriture que nous mangeons, les vêtements que nous portons, nos systèmes de santé et de sécurité sociale et les technologies
qui nous permettent d'écrire sur ce sujet sont tous subventionnés par l'expropriation, la dépossession, la misère, les génocides et les écocides. Il n'y a pas d'échappatoire. Nous ne pouvons pas les contourner. Le seul moyen est de les traverser. La manière dont nous échouons est importante. C'est en fait dans les moments où nous échouons que l'apprentissage le plus profond devient possible. Et c'est généralement là que nous tombons sur quelque chose d'inattendu et d'extrêmement utile. L'échec génératif exige une rigueur à la fois intellectuelle et relationnelle. L'un de mes échecs préférés jusqu'à date dans la saison est l'épisode 121, Grondement, où je me fais passer pour un super-héros, Dr. Dave Sibel, dans le parc Stanley à Vancouver. J'avoue que c'est assez bidon et un peu brut, mais j'aime la façon dont cela explore la narration et la fantaisie. Et j'avoue que c'est un peu ironique en ce moment que l'épisode parle du bruit dans nos villes quand il y a des avions qui passent sans cesse lorsque j'enregistre cet épisode. Alors, voici le Dr. Decibel. This is Dr. Decibel, your sonic superhero on the unceded ancestral territories of the Musqueam, Squamish, and Tsleil-Waututh nations, otherwise known as, well, I think you know where I am. You have a problem here, people. The low frequencies are excessive. Traffic, industry, ventilation, layers and layers of rumble, and I hate rumble. Rumble is not something I enjoy. So I'm going to use my superpowers today to reduce the amount of rumble in your city. Rumble. Un autre épisode raté est épisode 118, Merde, qui parle de la merde. Alors mon intention ici était de commenter sur le compostage, au sens propre comme au sens figuré. Le docteur Vanessa Andreatti en parle avec éloquence dans son livre Hospicing Modernity. Mais au lieu d'aborder la question de la merde de front, j'ai choisi une solution un peu plus facile et j'ai produit une émission avec l'énoncé « Où va votre merde ?», accompagné de 4 enregistrements de chasse d'eau. Et en fin de compte, je n'aborde pas vraiment la question du compostage, du moins pas cette fois. Mais c'est un début. Je vais sans doute y revenir. Et j'avoue que j'ai été attiré par le son de la toilette qui se remplissait et le silence qui suit lorsque la toilette est pleine. L'attente de tirer la chasse encore et encore, de l'eau précieuse dans un cycle de gaspillage. Cette notion de gaspillage me trouble, mais en même temps, il y a un aspect esthétique autour de cela et je suis perdu dans la merde. Où va votre merde?
Avec beaucoup de tristesse, j'ai annoncé dans le cadre de l'épisode 117 que mon beau-père, Robin Matthews, est décédé le 25 avril d'un cancer du pancréas. Sa maladie était présente à l'esprit tout au long de la première moitié de la saison. Et j'ai eu le privilège de l'enregistrer en train de lire un de ses derniers poèmes, Deeper into the Forest, en février de cette année. J'ai fait l'enregistrement chez lui et il l'a fait dans une seule prise. Je l'ai publié 2 jours après son décès, en format audio et vidéo. Je vous invite à écouter Robin qui récite la fin de son poème. Je vous invite à écouter Robin qui récite la fin de son poème. Vous trouverez une traduction dans les notes de l'épisode. You know the voices, and you know they cannot shape words that will break the surface over your head. Lights flash in the skies above, dart through the water, but words do not form. The surface above you, which you cannot break through, closes. In the darkness that moves towards you, as if a living creature, the voices fade away or seem to fade away. And you know the surface above your head will not break. The voices beyond the surface will grow distant and imperfect, and you, quite alone, will move deeper into the forest. Peu après, le 8 mai, Kathy Pointer, une ancienne étudiante et une amie de Robin, m'a fait part de son commentaire sur cet épisode. Et je vous le lis. C'est tellement merveilleux à entendre, à voir, à ressentir et à lire. C'est magnifique le poème, les tableaux, les voix, tous les sons. C'est comme si on nous tendait la main depuis l'au-delà pour nous dire où et comment aller plus loin dans la profondeur de la forêt, de la réalité, de la vie et de la mort. Je pense que c'est très profond. Cela me donne l'espoir que nous devons tous entreprendre ce voyage. Il a capturé l'expérience que je ressens du temps et de l'éternité. Merci, Kathy. J'ai aussi écrit une pièce de théâtre pour une personne dans la première partie de cette saison, intitulée épisode 111, Pièges, dans lequel j'explore certains des pièges dans notre vie. Et encore une fois, ce sont des choses que j'ai apprises du Gesturing Towards Decolonial Futures. Et je pense que nous sommes tous en train de tomber dans des pièges et de se relever constamment. Alors voici un extrait. Avez-vous déjà eu l'impression d'être observé? Je t'observe. Qui es-tu et qu'est-ce que tu observes? Ah, tu vois, je suis une partie de toi. Et j'observe les pièges dans lesquels tu tombes. Pièges? Tu te souviens du cours Facing Human Wrongs que tu as suivi pendant l'été 2022? Oui. Celui qui consiste à naviguer dans les paradoxes et les complexités du changement social et mondial, avec tous les pièges que cela comporte. Oui, je me souviens. Mais c'est plus facile à le dire qu'à le faire, en effet. Alors, qu'est-ce que tu observes? Ok, mais je remarque que tu es tombé dans le piège appelé fixation de sortie,
qui est celui où les gens ressentent une forte envie de se soustraire aux engagements existants. Par exemple, lorsqu'une personne réalise que le chemin qu'elle emprunte est rempli de paradoxes, de contradictions et de complicité. Sa première réaction est souvent de trouver une issue immédiate, dans l'espoir d'une alternative plus satisfaisante et ou plus innocente, ou bien d'une communauté idéale avec laquelle poursuivre ce travail. Comme une évasion? Oui, quelque chose comme ça. J'ai également eu le privilège de recevoir des commentaires perspicaces de la part d'auditeurs sur le balado conscient dans son ensemble. Un exemple, ce courriel envoyé le 16 mai par un ami qui a demandé de rester anonyme. Je suis tellement reconnaissant d'avoir pu écouter et rester proche de ton travail. C'est merveilleux d'être témoin, de ressentir et de percevoir les différentes couches et les mouvements au cours de l'épisode et tout au long de l'arc de la saison jusqu'à présent. C'est presque comme si l'histoire de sonder la modernité était cousue par les sons, les promenades et les épisodes, et qu'elle se transformait en créatures surprenantes, parfois effrayantes, parfois drôles, parfois visibles, parfois fictives. Je me demande comment l'histoire de sonder la modernité va encore se tisser, à la fois avec maîtrise et hors de contrôle, alors que tu continues de relâcher encore plus ton emprise sur elle, lentement et doucement. J'aime la façon dont l'humour se mêle à la douleur, la poésie aux entrevues et l'océan aux eaux usées des toilettes. Cette diversité ludique et surprenante est amusante. Il est même clair que tu luttes et que tu t'amuses, ce qui ajoute de l'honnêteté et de la confiance à l'envie de t'accompagner dans ton enquête. Alors que tu t'approches du milieu de ton voyage, qu'est-ce qui pourrait être nécessaire en ce moment pour inviter à aller plus loin? Et qu'est-ce qui pourrait être prêt à être libéré dans de nouveaux sols? Quels d'autres sons se révèlent et soient révélés? J'ai beaucoup apprécié cette contribution de mon ami. Et j'ai répondu. Ta remarque sur la manière dont sonder la modernité pourrait se dérouler de façon incontrôlée est pertinente, alors que j'approche du point médian du projet le 1er juillet. Je suis en train d'accepter ces échecs, ces surprises et ces désapprentissages inattendus. L'isolement, en particulier, a été déconcertant. Je pense que j'ai déjà lâché prise, dans le bon sens du terme. J'ai essentiellement renoncé à en faire une exploration des sons de la modernité, ce qui était assez prétentieux de toute façon, mais, comme tu le suggères, c'est plutôt devenu un portrait de mes luttes et de mes découvertes à travers les sons de la modernité. Alors, si vous permettez, je vais me prononcer un peu plus sur cette idée d'isolement. J'avoue que j'espérais que ce projet engagerait les membres de la communauté artistique à dialoguer avec moi et entre eux, entre vous, sur ces questions existentielles. Et c'est pourquoi chaque épisode se termine par une question. Il s'agit d'une incitation ou d'une invitation, mais pas d'une enquête rhétorique. Je m'attendais à ce que cela intéresse certains artistes et d'autres personnes qui se trouvent dans un état d'esprit semblable au mien, c'est-à-dire qui sont confrontés à l'éco-anxiété, au chagrin écologique et ainsi de suite. Et ce processus est en cours et j'apprécie toutes les contributions et tous les échanges que j'ai. Par exemple, un échange avec Jean-Marc Lamoureux le 7 juin, en réponse à l'épisode 123, Cartes.
En ce qui concerne les possibilités inconnues pour l'humanité, il est important de reconnaître que notre connaissance et notre compréhension du monde sont limitées. Il y a des domaines de la science, de la technologie, de la philosophie et de l'exploration qui restent largement inexplorés. Des nouvelles découvertes, des innovations, des percées sont possibles dans ces domaines et pourraient ouvrir de nouvelles possibilités insoupçonnées. Il est également important de noter que l'avenir est incertain et qu'il est difficile de prédire avec précision ce qui se produira. Les progrès technologiques, les changements sociaux et politiques, ainsi que les événements inattendus peuvent tous façonner l'avenir de l'humanité de manière inattendue. Pour faire face à l'incertitude de l'avenir et aux défis de la crise écologique, il est crucial de cultiver une approche ouverte, inclusive et collaborative. Il est important d'encourager la recherche, l'innovation et l'exploration dans tous les domaines pertinents, ainsi que de promouvoir la durabilité, la conservation de l'environnement et la justice sociale. Nous devons également reconnaître que l'avenir de l'humanité est étroitement lié à notre relation avec la Terre et avec les autres êtres vivants qui la peuplent. Il est essentiel de prendre soin de notre planète et de vivre en harmonie avec la nature. Merci de votre attention et de votre réflexion profonde sur ces questions. Alors j'ai répondu à Jean-Marc. Je suis d'accord qu'il faut garder une attitude positive et qu'il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Je cite l'écrivaine Rebecca Solnit, extrait de l'épisode 120. Elle dit « L'espoir se situe dans les prémices que nous ne savons pas ce qui va se passer et que dans l'espace d'incertitude, il y a de la place pour agir. » Mon propos dans l'épisode 123 était d'exprimer mon propre stress et ma détresse quant à la situation actuelle et le sens dans lequel nous pourrions nous diriger. Ce qui me préoccupe le plus, c'est notre profonde déconnexion dans le monde occidental avec la nature, qui est à l'œuvre depuis des siècles et qui est en train de nous tuer tous. Donc, Jean-Marc, je ne pense pas que l'innovation sera utile si elle est fondée sur un modèle autodestructeur. Mais il est certain que le catastrophisme n'aide pas, mais l'espoir naïf non plus. Alors, on est le 1er juillet 2023. Je publie cet épisode demain. Et je suis à mi-parcours dans ce projet. 26 épisodes terminés et 25 à venir. Quelle est la suite? Eh bien, pour être franc, et je l'ai admis dans l'épisode 123, je ne sais pas vraiment. Alors, 5 éléments figurent sur ma carte. Atténuation, adaptation, ligne de basculement, survie et rétablissement. Mon problème est que je me trompe. La carte ne fonctionne pas. La vérité, c'est que je ne sais pas. Il y a tellement de possibilités de dimensions que je ne suis pas encore capable de concevoir ou de comprendre, et pourtant, parfois, d'une manière ou d'une autre, je peux les sentir. Je vais donc arrêter de dessiner des cartes et de spéculer avec des pensées et des idées. Je vais plutôt écouter l'intelligence de mon corps. L'intelligence aussi des êtres non humains autour de moi. Et aussi d'autres formes de savoir et d'être en émergence. Et voir où cela m'emmène.
Merci de votre écoute. Ah, une question pour vous. Quelles sont les possibilités que vous ne connaissez pas encore? J'ai pensé à tout effacer, à rendre les fonds au Conseil des arts du Canada et à devenir moine ou ermite. J'ai exprimé cette tendresse et ce chagrin à la fin de mon blog de juin, comme suit. Je me suis souvenu aujourd'hui de l'enseignement de la boussole SMDA du collectif Gesturing Towards Decolonial Futures sur la façon de marcher sur la corde raide entre l'espoir désespéré et le désespoir irréfléchi. C'est une ligne fine, mais ces jours-ci, je suis tombé dans une profonde caverne de désespoir, mais pas encore de manière irréfléchie. En parlant d'effacement et de désespoir, j'ai remarqué récemment que Catherine Ingram, la brillante et érudite philosophe bouddhiste, qui a profondément influencé mon parcours d'apprentissage et de désapprentissage, a écrit sur son site web, en référence à son essai fondamental Facing Extinction, ce qui suit. J'ai écrit l'essai Facing Extinction au début de l'année 2019. Au cours de ces dernières années, j'ai pu occasionnellement mettre à jour l'information et les perspectives qu'il contient. Cependant, je constate que la vitesse à laquelle les données évoluent et les problèmes urgents auxquels nous faisons face dans les médias, tels que la montée exceptionnelle de l'intelligence artificielle et du transhumanisme, ont rendu une partie de cet essai obsolète. J'ai donc décidé de le supprimer. Cette déclaration de Catherine Ingram m'a rappelé cette citation prémonitoire dans Facing Extinction que j'ai citée dans l'épisode 20. Aimer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire maintenant? Nous voici parmi les derniers humains qui vivront sur cette belle planète depuis que l'Homo sapiens a commencé son voyage il y a environ 200 000 années. Aujourd'hui, face à l'extinction de notre espèce, vous vous demandez peut-être s'il est utile de continuer. Catherine, vous avez raison de dire, je crois, que l'amour est ce que nous devons vivre et être. C'est peut-être tout ce que nous pouvons faire et être. Alors, où allons-nous maintenant? Y a-t-il un intérêt à continuer? Qu'en pensez-vous? Plus important encore, comment te sens-tu maintenant? Après mûre réflexion, j'ai décidé d'achever ce que j'ai commencé. Chaque dimanche, je vais publier jusqu'à l'épisode 153, le 31 décembre, un épisode de Sonder la modernité, et on va voir ce qui va se passer. J'espère explorer de nouvelles façons d'apprendre et de désapprendre. Et je vais tenter de ralentir et de défaire la destruction. Mais en fait, je suis très enthousiaste à l'idée de cette deuxième partie de ce projet. Je souhaite en particulier explorer l'idée d'inviter les auditeurs différemment et de libérer des matériaux dans des nouveaux sols. Heureusement, je n'ai pas à faire ce travail seul. J'ai eu le privilège de travailler avec certains nombres d'excellents collaborateurs. Entre autres, Azul Carolina Duque et Flora Aldridge, conseillère en contenu, Carole Beaulieu, réviseur, Jessica Ruano, conseillère en communication, et aussi Ben Von Wang, conseiller stratégique. Aisha Barmania, conceptrice du site web.
ainsi que d'innombrables amis et collègues qui m'ont fait part de leurs commentaires et qui me soutiennent. Je vous remercie de votre contribution et de votre confiance. Je vous laisse avec un extrait qui est en production en ce moment, qui n'a pas encore de titre, mais qui explore les sons disparus de la ville de Vancouver. Merci de votre écoute et prenez bien soin de vous.
and sync point, go.